Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bonne semaine à chacun de vous. Merci de votre fidélité. Nous avons le privilège d'accueillir le professeur Fritz Jean. Fritz Jean est économiste de formation, ancien gouverneur de la Banque centrale. Et je l'ai dit, professeur d'université, il a été désigné Premier ministre il n'y a pas longtemps. Nous avons le privilège de l'accueillir sur le plateau ce matin pour commenter l'actualité. Fritz Jean, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole pour commenter l'actualité. C'est pour la première fois que vous participez à la rubrique Le Point. Non, c'est pour la deuxième fois. Deuxième fois. J'étais là avec Bobby Chauvel. La dernière fois, ça date déjà, environ 2 ans. Et peut-être plus que 2 ans. OK. La première question que j'ai envie de vous poser, professeur, si vous aviez bénéficié, par exemple, du vote des parlementaires haïtiens, le pays serait très loin avec vous comme Premier ministre? Bon, c'est un peu présomptueux de répondre directement à cette question, mais je dirais que pour moi, pour ma conception de l'économie haïtienne, il y a une réorganisation qui doit se faire. Et je pense que si j'étais Premier ministre, peut-être que ce serait la première tâche. Vous auriez mis le pays sur les rails? Et je dirais que j'aurais proposé un nouveau jeu d'objectifs pour le pays, que ce soit au niveau économique ou au niveau social. Et je crois que c'est important. Et d'ailleurs, tout au cours de cette conversation, je pense qu'on aura la chance d'un peu décortiquer qu'est-ce qu'il y a comme organisation sociale, organisation économique, et pourquoi nous ne pouvons pas accéder à la croissance comme les autres pays le font. Et je pense que c'est le nœud gordien. On doit avoir un nouveau jeu d'objectifs dans ce pays. OK. Alors, si je dois mettre l'émission d'aujourd'hui dans le contexte actuel, je dirais pour l'édification du public de Métropole que j'ai lu vos propos cités par le Nouvelliste récemment. L'État est prisonnier de quelques opérateurs économiques, de 4 ou 5 opérateurs économiques, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Vous avez apparemment identifié ces opérateurs économiques. Bon, et c'était dans le cadre d'une conférence que je faisais à l'Université Quisqueya. Et pour parler des problèmes d'institutionnalisation au niveau du pays. Et pour regarder aussi qu'est-ce que l'on doit faire pour sortir de l'impasse économique dans lequel nous nous trouvons actuellement. Et lorsque je disais l'État est prisonnier de quelques opérateurs économiques, je regardais les chiffres publiés par la Banque mondiale. C'était des chiffres d'ailleurs publiés depuis 2015, en faisant référence à des données de 2012. Donc la Banque mondiale regardait comment l'économie était contrôlée par quelques opérateurs économiques et surtout des opérateurs qui bénéficiaient de certains privilèges comme des franchises, etc., des passe-droits que les autres opérateurs économiques n'en bénéficiaient pas. Et là, la question qui se posait, c'est que comment peut-on organiser une économie autour de quelques opérateurs économiques en faisant fi des besoins et des nécessités de l'économie en général. Et c'est exactement ça, dans le cadre de cette conférence, que justement j'analysais ces données avec les étudiants. Est-ce que c'est la règle? Et je dois dire... Est-ce que c'est la règle ou la pratique? C'est la pratique actuellement dans le pays. Vous voyez, ça a évolué un peu dans le temps. Et comme je le disais justement aux étudiants, il y avait toujours des privilèges, il y avait toujours des franchises. Oui, sous Duvalier. Mais apparemment, on devait faire appel au président d'alors. Ah non, justement. C'est-à-dire, l'État existait dans une certaine mesure. Il y avait un État, entre guillemets, un État fort. Mais la chose a évolué dans le temps. Vous voyez, et même après Duvalier, et ça a évolué jusqu'en 2004. À partir de 2004, il y a eu un changement drastique au niveau des relations entre l'État et les opérateurs économiques. Et vous voyez, là, les opérateurs économiques ont investi pour la mise en place de ce gouvernement, le gouvernement de M. Latortue. Ils ont investi ici. Là, vous voyez toutes les choses qu'a dévoilé l'ex-sénateur qui est maintenant en prison aux États-Unis pour dire qu'on l'a contacté du côté de la République dominicaine pour qu'il puisse opérer ce qu'il a fait en 2004. Donc, c'était des gens qui se sont investis dans la mise en place de ce nouveau gouvernement. Donc, ils ont investi et ils ont sollicité et de la part de l'État des faveurs et imposé des faveurs. Mais par contre, vous voyez, ça a encore évolué en 2015. En 2015, il y a des opérateurs économiques qui ont mis en place le gouvernement. Et là, les relations ont changé de manière drastique. Et ils n'ont plus sollicité. Et là, maintenant, ce sont ces opérateurs
qui contrôlent les appareils de l'État. Alors, quand nous parlons d'opérateurs, quand nous parlons de ces opérateurs, nous faisons allusion à des membres du secteur des affaires. Est-ce que c'est exact? Bon, c'est un mélange des membres du secteur des affaires aussi bien que des membres du Parlement. Et vous voyez, donc, il y a des opérateurs politiques qui sont aussi présents dans le contrôle des appareils de l'État. Et que l'on prenne l'exemple de l'ONA, ou on prenne l'exemple de la PN, de la douane, etc. Il y a des opérateurs qui sont en charge de ces institutions. Et là, le rôle de l'État, c'est justement de tamiser les relations entre différents opérateurs, de jouer le jeu de cette manière. Et malheureusement, ce n'est plus le cas en Haïti. Et c'est cette donne-là que l'on doit casser. C'est cette Donc là, que l'on doit casser. professeur, nous parlons d'influence externe. Et Quand je dis externe, c'est-à-dire des gens qui peut-être n'ont rien à voir avec les secteurs cités, l'APN, la douane. Je suis un peu surpris lorsque vous avez dit influence externe, parce que... Influence externe, par exemple, quelqu'un du secteur privé qui contrôle la DGI, qui contrôle non, l'APN. Justement, non, j'ai bien compris la question, je dis je suis surpris, parce que là maintenant, c'est eux qui contrôlent. C'est plus l'influence externe, c'est-à-dire il y a des gens qui sont responsables de l'ONA. Si vous voulez avoir des prêts de l'ONA, probablement ce sont ces acteurs-là. Il y a des endroits, il y a un circuit où passer inévitablement. Il y a un circuit, et pour la douane, et pour l'APN, etc. Et pour moi, c'est extrêmement dangereux dans la mesure où cette mixité de l'État et du secteur privé annihile complètement le rôle de l'État, la mission de l'État, qui est un État régulateur qui est supposé tamiser les conséquences des actions des uns sur l'action des autres. Et donc, si l'État perd ce contrôle, donc, vous tombez dans un embourbé. Oui, mais est-ce que l'État n'est pas complice? Bon, l'État est complice dans la mesure où, pour que les gens que l'on a maintenant à la tête de cet État, ce sont des gens qui ont été conduits par ces opérateurs économiques. Donc, dans la mesure où il y a cette permissivité entre l'État et les opérateurs de la société civile, donc il y a un problème de définition de rôle. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre là actuellement. Et c'est ce qu'il faut adresser comme problème, parce que justement, les gens ne réalisent pas qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes dans cette situation. C'est ce que les Américains appellent state capture. Ça signifie que l'État est devenu prisonnier. Le problème avec un État prisonnier, c'est le problème suivant. Lorsqu'on parle de l'efficience économique, on parle d'un point d'équilibre entre ce qui est offert et ce qui est demandé sur le marché. Le problème, c'est que lorsque vous avez cet État prisonnier, l'État accorde des privilèges, il y a des gens qui deviennent des monopoles. Et lorsque vous avez des monopoles, il y a des déficiences, des inefficiences qui s'installent dans l'économie et qui empêchent l'économie d'arriver, si vous voulez, à sa frontière normale de possibilité de production. Et c'est exactement ce que nous avons là maintenant. Donc, que vous preniez que vous mettiez en place des politiques fiscales, des politiques monétaires, dans la mesure où vous avez ces inefficiences dans l'économie, l'économie ne pourra pas croître. Ce que je veux dire par là, c'est que par définition, là maintenant, l'économie, les structures économiques que vous avez ici en Haïti sont anti-croissance. Anti-croissance. Maintenant, cette pratique, vous avez dit, s'amplifie avec le temps, et ceci depuis 2004. C'est ça, c'est amplifié et surtout a changé de nature les relations de l'État avec les opérateurs économiques. Dans la mesure où avant, ce que vous aviez, même en 2004, les opérateurs demandaient, sollicitaient des privilèges, sollicitaient des faveurs, mais là, ce n'est plus le cas. Ce sont eux qui imposent ce qu'ils veulent au niveau de l'État. Donc ces secteurs imposent leurs lois. Imposent leurs lois. Imposent leurs lois. Donc là, il y a eu un changement de rôle. C'est comme une inversion de rôle que vous avez là maintenant dans l'économie haïtienne. Et je vous en prie. Alors, excusez-moi, permettez, je voudrais mieux comprendre ce que vous êtes en train de nous dire, professeur Fritz Jean. Est-ce que nous devons aujourd'hui comprendre que ces secteurs identifiés ont été ceux-là qui ont financé ou contribué, par exemple, de la campagne de nos dirigeants aujourd'hui? Est-ce que vous faites allusion à ces secteurs? Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les opérateurs économiques sont ceux qu'ils sont, des opérateurs économiques. Ce sont des gens qui investissent pour qu'ils puissent en tirer un certain profit. Donc là, nous sommes au moment de la campagne électorale. Non, je parle de manière générale. Générale, ok. Générale. Okay. Et les opérateurs économiques, ce sont des gens qui investissent pour en tirer un profit. Évidemment, il y a eu toute une dégradation de l'économie haïtienne depuis déjà une bonne vingtaine d'années. Donc, ce sont des gens qui essaient de s'ajuster pour voir exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire pour en tirer le plus de profit par rapport à tout ce qui se passe en termes d'environnement national et environnement international.
Je parle des problèmes de taux de change, je parle des problèmes de fluctuation de la monnaie, fluctuation sur le marché du pétrole, etc. Donc ce sont des gens qui regardent tout ça et regardent aussi la situation politique au niveau du pays pour voir comment se positionner pour qu'ils puissent mieux en tirer profit. Donc c'est ça la situation, ce sont des opérateurs économiques. Et maintenant, à partir de 2004, il y a eu tout ce chamboulement au niveau de l'économie. Et là, ce sont des gens qui se positionnent par rapport à leur lecture de la situation. Donc, ils se sont positionnés, ils se sont investis. Mais il faut dire qu'ils ont investi en 2004 et la situation a encore dégradé. Et nous sommes entrés, si vous voulez, dans une économie où la violence devient pratiquement la règle. Donc, comme eux, ils font cette lecture, donc il ne faut pas regarder en termes manichéennes, ce sont de mauvaises personnes ou de bonnes personnes. Ce n'est pas ça la situation. Ce sont des gens qui ont une certaine lecture de l'économie. Et la lecture... Ils s'alignent. Ils s'alignent par rapport à la lecture. Donc, la chose, c'est que nous, au niveau de la société civile, que ce soit les gens au niveau de l'université ou les gens de la société civile organisée, c'est nous qui devons prendre ça en charge pour dire non. Et même au niveau du secteur privé, ce n'est pas vrai qu'il y a un secteur privé homogène dans le pays où tout le monde est d'accord de la manière dont cela se passe. Il y a des gens aussi qui regardent cette situation et qui voient que et là où nous conduisons l'économie, là où nous conduisons le pays en termes d'organisation sociale, nous allons tous en périr. Et pour moi, s'il y a un message que je souhaiterais passer ce matin et par cette entrevue, c'est la sensibilisation par rapport à où est-ce que ça va nous amener. Parce que ce que nous faisons... Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Parce que le problème, Wendell, c'est que, vous voyez, avec cette situation de monopole, avec cette situation d'inefficacité et d'inefficience, la situation qui nous interpelle maintenant, c'est le niveau de pauvreté au niveau du pays. Regardez la cartographie de la pauvreté. C'est comme une pieuvre avec des tentacules qui s'étendent presque partout dans le pays, particulièrement là, moi, où je sors, dans le nord-ouest. Vous avez 44% de la population qui vit en situation de précarité totale. Et là, si vous regardez au niveau du pays en général, on a près de 6,5 millions de gens en situation de vulnérabilité. Donc, et les gens peut-être ne réalisent pas ça. Et si on regarde les chiffres de 1960, on a presque le double de la population de 1960 qui vit là maintenant en situation de précarité. Donc nous sommes sur un volcan. Ouais. Donc si c'est vrai que les gens sont pragmatiques, ils regardent la situation, ils se positionnent par rapport à la situation et ils prennent des positions, ils prennent des positionnements, particulièrement par rapport à l'État, et on comprend ça. Moi, je le dis au point de vue économique, au point de vue financier, on comprend. Si la situation évolue, il y a des gens qui se positionnent, donc ils font des investissements, ils doivent en tirer profit. Par contre, oui, allez-y. Par contre, Wendell, la situation étant ce qu'elle est, regardez qu'est-ce que nous faisons. Nous sommes en train de laisser au bord de la route beaucoup de gens. Et ils ont deux choix. Ou ils restent dans le pays, ou ils prennent l'exutoire. L'exutoire, c'est vers le Chili, vers le Brésil, etc. Une migration tranquille qui se fait. Et la migration qui se fait, malheureusement, ce sont nos meilleurs qui partent. Je parle de la force de travail des gens de 25 ans, des gens de 30 ans qui partent, qui laissent le pays. En fait, nous sommes en train de perdre le potentiel. C'est ça. Alors maintenant, quelques explications sur quelque chose que j'ai lu dans le journal. Vous avez souligné que les relations entre l'État et les opérateurs économiques ont connu une certaine mutation en 2015. Vous voulez dire quoi? La mutation qui s'est produite... En 2015. En 2015, c'est très récent. C'est très récent. C'est que si avant, ce sont ces gens-là qui sollicitaient des faveurs, qui sollicitaient des franchises en 2004, ce n'est plus le cas. Ils s'accordent des faveurs, ils s'accordent des privilèges là maintenant. Ce sont des gens qui sont propriétaires. Et permettez-moi cet écart, vous dire, l'ONA maintenant appartient à quelqu'un. La douane maintenant appartient à quelqu'un. L'APN appartient à quelqu'un. Donc, on ne peut plus vivre dans cette situation où il y a des gens qui ont supposé être régulés par cet État et maintenant c'est eux qui contrôlent les organes de régulation. Donc, il y a un problème. Il y a un problème d'inversion. Ce serait le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Oui. Là, vraiment, je souhaite de comprendre. Et vous avez pu confirmer tout ça, professeur? Ah non, mais regardez, qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est-à-dire que ça... Non, évidemment, on lit des choses, il y a des informations qui sont disponibles. Bon, je dis informations entre guillemets. Il y a des déclarations, il y a des paroles, il y a des choses qui sont dites sur les réseaux sociaux, mais quitte à voir est-ce que tout peut être confirmé? Non, pas à travers les réseaux sociaux. Les données qui sont publiées. Regardez qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ONA.
en termes des prêts qui se font au niveau C'est ce de que je l'ONA. vous dis. Reste à savoir, est-ce que tout est vrai? Ah non, ça c'est confirmé, les prêts qui se font au niveau de l'ONA, les prêts de 3, 4%, 6% qui se font au niveau de l'ONA, là on le sait. Et n'oubliez pas, l'ONA c'est le fonds de pension de la frange de la population qui travaille la plus vulnérable. Donc nous sommes en train de collecter, de mobiliser l'épargne des gens les plus vulnérables pour l'accorder aux gens les mieux dotés en termes de ressources dans l'économie. Donc on le fait au nom de quoi? Au nom de quelle logique économique on fait C'est ça? peut-être à juste titre ou encore à raison quand vous parliez de mutation. Si à un certain moment, l'État pouvait accorder de la franchise à certaines catégories sociales, et aujourd'hui, c'est cette même catégorie qui s'octroie des privilèges. Donc, on comprend pourquoi vous parlez de situation d'anticroissance. Non, c'est une situation d'anticroissance que nous sommes en train de vivre. Et là, la situation... Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard pour redresser la barre? Ah non, il n'est jamais trop tard. Le pays est en vie. Comment le faire? Le pays est en train de se... Enlever les privilèges à ceux qui les détiennent aujourd'hui? Non, je pense qu'il y a une réorganisation qui doit se faire entre les relations de l'État et les relations de l'État avec le secteur privé, les relations de l'État avec la société civile. Et cette réorganisation demande justement je dirais, de nouvelles générations d'objectifs. Les nouvelles générations d'objectifs, ça veut dire quoi pour nous? C'est-à-dire qu'on doit dire que par rapport aux questions de financement, par rapport aux questions de justice, par rapport aux questions d'éducation, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse mettre le pays sur le bon rail, je dirais. Mais pour ce faire, il doit y avoir un dialogue entre nous. De ce que j'ai dit, nous, je parle des universitaires, je parle des groupes organisés de la société civile, je parle des gens du secteur privé. Parce que de toute manière, même s'ils en bénéficient là maintenant, même si certaines personnes en bénéficient, mais tout le monde est embarqué dans une aventure qui peut conduire n'importe où. Et je le dis souvent, comme Ole Soyinka était chez nous au Cap-Haïtien à l'Institut et l'Observatoire de politique publique, donc on a beaucoup discuté de son livre, là, Saison d'anomie. Là, Haïti est en train tranquillement de s'acheminer vers une saison d'anomie, ça veut dire une saison de chaos inconditionnel. Inévitable. Inévitable. Donc nous sommes dans ce pays et même les gens qui en bénéficient, ils sont aussi dans le pays. Ils ne souhaitent pas que le pays tombe dans un chaos total. Donc on doit regarder qu'est-ce qu'on fait. Et la situation justement repose, comme vous avez demandé, et comment on fait ça? On le fait en regardant de manière très froide quelle est la situation d'Haïti, particulièrement en termes d'économie. Vous voyez, Philippe Prouzier, quelqu'un m'a rappelé ses propos et qu'il le répétait souvent avant sa mort lors du tremblement de terre. Il disait que généralement on regarde les problèmes d'Haïti en termes de prix relatifs, c'est-à-dire on regarde les problèmes de taux de change, etc., l'inflation, etc., de prix relatifs. Par contre, il disait que les problèmes d'Haïti doivent être observés en termes paramétriques, c'est-à-dire en termes structurels. Et là, lorsqu'il parle de structure, on parle aussi des institutions, surtout des institutions. Comment on peut réinstitutionnaliser, disons entre guillemets l'État, si je peux utiliser ce terme. Donc c'est ça le pays. Lorsque vous avez ce délabrement, ce démembrement des institutions de l'État, le problème devient justement comment adresser ces problèmes d'institutionnalisation de l'État. Et pour moi, le nœud gordien se trouve à ce niveau. Comment on fait ça? Dites-nous, professeur, on a souvent tendance à confondre gouvernement et État ou l'État. Dans cette situation qui nous préoccupe aujourd'hui, la confusion serait, pas la confusion, l'interprétation serait, il n'y aurait pas de différence. Je veux dire, quand vous parlez de l'État qui est prisonnier de quelques opérateurs économiques, ne sommes-nous pas en droit de croire que vous faites allusion aux dirigeants? Nos dirigeants sont prisonniers de ces opérateurs économiques. Oui, mais moi, lorsque je parle de l'État, je parle de tous les appareils, toutes les institutions qui font partie de l'État. Oui, mais par voie de conséquence, est-ce que c'est pas le cas? Est-ce que c'est pas le fait que nos dirigeants soient redevables à ces secteurs que l'État dans son entièreté, dans son ensemble, devient prisonnier de ces opérateurs? Il y a deux choses. Vous avez raison en partie. Et c'est vrai, ils sont redevables, mais il y a eu cette dégradation continue des appareils de l'État. Donc,
Et c'est pour dire que dans les autres pays, comme on parle des questions de corruption très souvent, dans les autres pays, il y a aussi la manifestation de la corruption. Mais les institutions sont assez fortes pour prendre des mesures et corriger ce qui doit être corrigé. Par exemple, on prend l'exemple de la République dominicaine. Ça ne veut pas dire qu'ils ont aboli la corruption, mais il y a des gens qui ont été en prison. Il y a des ministres qui ont été en prison. Regardez qu'est-ce qui s'est passé en Chine, qu'est-ce qui se passe en Amérique latine, etc. Donc, si vous voulez, les dirigeants, la nature humaine étant ce qu'elle est, il y a quelqu'un, un économiste qui m'a dit la semaine dernière, la bonté humaine est trop imparfaite pour la confier seulement aux humains. Donc, il faut qu'il y ait des institutions pour endiguer, si vous voulez, les bonnes tendances aussi bien que les mauvaises tendances, pour savoir comment on corrige les mauvaises tendances. Donc, la chose, c'est que, malheureusement pour nous en Haïti, il y a deux choses. Non seulement il y a ce problème de l'imperfection de la bonté humaine, mais il y a aussi les institutions qui sont en train de se dégrader. Et donc, il faut faire deux choses. Un, et pour moi la chose la plus importante, c'est comment mettre en place des institutions à même de répondre à leur mission. Et c'est ça le problème qu'il faut attaquer. C'est ça le défi à relever, d'autant que si on est économiquement fort, on aura aussi le contrôle de la rue. N'est-ce pas? Très bien. On va observer la pause et puis on revient avec d'autres thématiques et de l'actualité. Et par exemple, votre position en tant qu'ancien gouverneur de la Banque centrale sur les mesures annoncées par la BRH aujourd'hui d'injecter de l'argent sur le marché pour faciliter l'équilibre entre les monnaies locales et étrangères. On verra tout cela avec vous après la pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Fritz Jean est notre invité ce matin. Merci de votre patience et de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et merci de rester branchés avec nous. Aujourd'hui, le professeur Fritz Jean, avec qui on commente l'actualité. L'État est prisonnier de 4 opérateurs économiques. De quelques opérateurs économiques. De quelques opérateurs économiques et identifiés. Il n'y a aucun pays ni aucune économie qui puisse évoluer dans cet état d'emprisonnement des appareils de l'État. En d'autres termes, les personnes que l'État devrait faire des exigences de payer des taxes, ce sont elles qui dirigent les appareils de taxation et de fiscalité de l'État. Ça suscite des inquiétudes, professeur. Et ça doit nous interpeller tous d'ailleurs. Et nous sommes interpellés par cet agencement, cet arrangement de l'État et du secteur privé, par le fait que cela crée des inégalités. Et là, en creusant les inégalités, qu'est-ce que nous faisons? C'est ce que nous essayons d'expliquer dans la première tranche de l'émission. C'est ce niveau de pauvreté qui est en train de s'établir au niveau du pays. Et cela se fait à cause de l'inefficience de l'économie. Lorsque vous avez ce compromis, je dirais, entre les appareils de régulation et les opérateurs qui sont supposés être régulés par l'État, vous avez un problème de fonctionnement. Comme les Anglais, comme les Américains le disent, le level playing field n'est pas respecté pour tout le monde. Vous n'avez pas reçu de coup de fil, de réaction, parce que quand même ce sont des paroles qui dérangent, ce sont des paroles qui blessent, ces révélations. Bon, vous voyez, moi, lorsque je parle de cette manière, je m'adresse à la société en général, mais je m'adresse aussi bien aux gens qui en bénéficient là maintenant. Est-ce que la société comprend? Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé et qui ont compris. Ce sont des gens du secteur privé et probablement des gens qui en bénéficient aussi. Mais là, ce que nous sommes en train de dire, c'est regarder où est-ce que ça nous conduit. Regardez la situation actuelle d'Haïti. Et vous prévoyez le chaos, vous avez dit. Non, mais nous sommes déjà, regardez, partout où l'on passe, il y a des poches de turbulence dans le pays. Que ce soit dans le nord, dans le sud, regardez qu'est-ce qui s'est passé là avec le maire et Jean-Gabriel Fortuné dans le sud. J'écoutais Métropole en venant ici. Donc c'est une situation extrêmement délicate qui se développe dans le pays et nous devons y faire face. Non, mais le problème, est-ce que c'est au cas seulement qu'il y a un problème ça? Est-ce que par l'autre côté tout? Sauf que certains magistrats
hésiter ou bien peut-être capable de gagner qui pas une menace directe qui fait sur famille? Ah non, situation qui est au cas là, c'est juste un épitome de ça qui a passé tout partout. Ou gagner tout brouillot qui est envahi par les machines, parce qu'en fait, il n'y a que ça qui se fait dans le pays là maintenant. Nous sommes en train d'importer 70% de ce que nous consommons, de biens alimentaires, etc. Donc, si c'est dans cette situation, ça, seul ça qu'a fait, c'est achat et vente. Et comme structure publique, structure publique marchande, il n'y a pas une capacité pour contenir les gens dans la rue. Donc, l'État doit adresser de manière sérieuse cette problématique d'occupation des rues, d'occupation de l'espace en général. Donc, et là, il y a un élément, je pense, qui est extrêmement important pour nous comprendre, et ça qui passe au cas là, et qui reflète ça qui passe dans l'expérience, c'est que l'État n'a plus le monopole de l'engagement collectif. Et pour moi, c'est ça. C'est ça le problème. L'État n'a plus le monopole de l'engagement collectif. Mais ça peut traduire une certaine anarchie qui gagne tout? Mais nous sortons de demi-anarchie au niveau de la justice. On regarde ça qui a passé sur question d'occupation de terrain. C'est en veux-tu, en voilà. Il y a des gens qui ont squattérisé le terrain. Donc, le respect de la propriété est privé. Il vient de plus en plus menacé par rapport à la situation générale, environnement général, politique, économique, non, mais je dis, il faut qu'on réfléchisse avant d'acheter un morceau de terre. Ah ben voilà, c'est ça. Donc, on a un problème. Et là, le problème n'a pas apparaît. Le problème n'apparaît avec même appareil l'État. Où est juge, où est la police, et où est appenteur qui est certifié par l'État, notaire, qui est même impliqué dans la question de squattérisation et bien privé. Donc là, nous avons un problème sérieux et ça a touché bagaille fondamentale de l'État dans notre société. Bon, maintenant, on dit que inévitable, nous sommes déjà en pleine anarchie parce que l'on dit nous à moitié, donc c'est déjà trop. Moi, je pense que, alors, je dis à moitié parce que quand même, je suis sorti au Cap, je ne viens pas au presse là, sans que je ne pas bloqué sur route là, mais excepté que il y a des amis. Non, mais écoutez, est-ce que c'est son hasard? Bloquer la rue aujourd'hui en Haïti, c'est la règle. Non, j'allais te le dire pour le Sud. Oui. Il y a des amis, j'ai l'impression que vous-même qui allez Jacques Mel avant qu'on déplace, c'est tout le temps pour qu'on ait ce qu'on a passé Carrefour, ce qu'on a passé Matissan. Non, mais attendez que vous Sud l'a bloqué matin en tout. Voilà. Yeah. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un peu de monde qui est déjà bloqué. Et puis, la situation à Matissan, c'est de temps en temps. Et que ça se produit bien que samedi, j'ai constaté un bel déploiement de la police nationale au niveau de Matissan, qui était peut-être à dissuader les gens qui ont circuler pas de problème. Mais il y a une cinquantaine de policiers des unités spécialisées que là, c'était pour Matissan, même jour que matin, m'apprendre qu'au niveau des cailles, route est bloquée. Pour sortir au Cap haïtien, il y a un risque tout que ou même que route est bloquée. C'est ça, c'est ça. Et des fois, c'est des petits gens qui sont dans la rue, qui mettent des bancs dans la route nationale là. Parce que le professeur n'a pas payé, etc. Il y a toute une mauvaise gestion qui a fait de corps professoral là au niveau de des écoles secondaires, au niveau des lycées, etc. Et pour venir, en fait, nous tout près ça que Rolé Soyenka les saisons d'anomie. C'est exactement ce que là nous parlons. Donc quelque part. Mais est-ce qu'on va avoir l'impression qu'il y a des gens qui, des gens qui complaient ou encore qui éprouvent du plaisir dans cette société, dans cette situation? Quand il y a des problèmes, ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas déranger. Il y a une catégorie sociale qui ne peut pas déranger. Probablement, il y a des gens qui profitent. On va parler de monde que les acteurs, les principaux acteurs, c'est-à-dire que les gens qui mettent caoutchouc, qui retiré, qui ont même peut-être dans certains cas, quand ce n'est pas eux-mêmes qui prennent décision en fait, mon compte, ou tu as l'impression qu'il y a des gens qui disent ah, il y a affaire, oui, là, il y a une belle bagarre qui a passé quelque part. Non, mais Wendell, pour corroborer ce que tu dis, faire un petit accident banal sur la route nationale. Qui n'importe quoi, dans le sud, quoi dans le nord, quoi dans le nord-ouest, quoi dans le sud-est. Un accident banal, il y a 300-400 personnes qui sont réunis. C'est un pays qui est au chômage. Oui. Les gens ne font absolument rien. Donc, si on ne peut pas faire, donc ça vient une sorte de distraction. Manifestation vient une distraction. Même si gagner des manifestations qui a fait en un pays, c'est des manifestations qui a sollicité, qui a demandé, qui a réclamé de l'État. Des choses essentielles, légitimes. Manifestation légitime, mais manifestation jeunes ont appui donc population qui part au travail. Donc, résoudre question manifestation tout le temps, c'est d'abord une occupation.
il faut que les gens soient occupés. Ou pas qu'un pays côté que majorité force de travail, puis gros barrière que le gain, c'est l'exutoire pour l'exil et l'exutoire pour la migration vers d'autres pays. Et autre chose qu'il faut remarquer, et là, peut-être que je n'ai pas assez de données pour ici, même il y a assez de données pour quelques villes de province, que ce soit dans le sud ou dans le nord. Vous regardez, jeunes garçons, c'est comme si plus on qualifiait, c'est plus qu'on n'a pas de place dans la société. Ou joignent des centaines au Cap Haïtien, ou joignent des centaines dans l'autre ville de province que je connais parce que nous faisons enquête là. C'est des gens qui ont une licence en quelque chose. Donc, mais qu'on gagne des jeunes, où ils font 14 ans école secondaire, où ils font 4 ans à 5 ans d'université, ce sont des chauffeurs de mobilette taxi. Où est-ce que tu vas avec ça? Parce qu'il faut vivre. Il faut vivre. Et là, ce sont les gens, donc, ils sont éduqués, ils ont un téléphone mobile, ils ont un réseau social qui est à la disposition, et ils ont des droits. Ils ne vont pas se laisser faire. Et c'est ça que nous avons observé dans la rue. Ce n'est pas des gens qui non éduqués seulement, non, qui là. Ce sont des gens qui sont éduqués et qui ne voient pas de l'avenir. Pas ouais ça avenir la pote pour eux. Donc, on a tout mélange là, son sorte de cocktail molotov que nous avons là, et puis on a pu jouer avec ça. Il y a des gens parce que bénéficient de 2 ou 3 éléments dans le système, dans le genre que le système a configuré, ils pensent que ça a perdurer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous sommes en train d'assister. Tu sais, on verra que Baudelaire, l'homme de l'école depuis longtemps, l'amoureux pantelant est penché sur sa belle. Ou ressemble à un moribond caressant son tombeau. C'est comme si c'est nous-mêmes. Hein? Oui. Nous sommes en train de caresser notre tombeau et puis comme si on a joué avec ça. C'est exactement la situation pour moi ici. Maintenant, il y a un problème qui est très actuel et que je souhaite voir avec vous, c'est la fluctuation de la monnaie locale par rapport au dollar. Et nous avons environ 65 gourdes pour $1, et ceci depuis quelques temps. Maintenant, pour éviter des dégringolades ou bien dérapages, la Banque centrale a annoncé qu'il va l'injecter environ 100 millions pour le reste de l'exercice. Est-ce que c'est une bonne décision? Bon, la première chose que je dois dire, Wendell, c'est ce que fait la Banque centrale. C'est-à-dire, parce que nous sommes toujours étonnés, le monde étonné, le monde surpris de questions. Alors, la Banque centrale a intervenu. C'est comme un musicien. Les musiciens jouent des instruments. Les bébés sollicitent du lait, la Banque centrale intervient. Les banques centrales interviennent sur le marché. Parce que la préoccupation de la Banque centrale, là, c'est la stabilité des prix. Donc, la Banque centrale, là, même s'ils ont une situation extrêmement difficile, je dois dire, être gouverneur de la Banque centrale, aujourd'hui, en 2018, son poste qui est difficile. Difficile parce que nous avons une situation extrêmement précaire par rapport aux rentrées de l'État. Et de deux, on a une situation extrêmement difficile au niveau politique, on a une situation difficile au niveau social, qui a créé un environnement qui pas nécessairement a conduit à, comme c'est à relayer l'investissement dans le pays. Et d'ailleurs, on a des présidents de pays qui dit, qui a dit à l'entrée qu'il a attiré l'investissement, mais excepté que c'est le bail pour qu'il règle. Et puis il a énuméré justement. Donc, vous-même qui êtes dans la Banque centrale, là, le gouverneur de la Banque centrale, là, et leur prend décision pour calmer le jeu sur le marché d'échange, mais on connaît que la politique fiscale, là, on a 11 milliards de gouttes et de déficit. Et là, ouais, le nombre de déficit, il faut regarder le déficit à la caisse. C'est ça que la Banque centrale a montré. Mais bon, c'est l'engagement qu'il prend dans l'État. Engagement qu'il prend, le fait que Timoun est dans la rue, ça signifie que ces professeurs ne pas payer. Donc, l'État gagne des engagements que le point qui peut le traduire tôt ou tard, à moins qu'on quitte là, explosé net, il peut le traduire tôt ou tard par un gonflement de déficit. Donc, tout ça, la Banque centrale là, supposé connaître comment on va le faire à l'avenir, parce qu'il y a un avenir qui est très proche d'ailleurs, le goût de ça va venir dans la rue. Donc, la Banque centrale fait ce qu'elle peut, mais on doit dire que c'est une situation extrêmement difficile d'être à la tête d'une Banque centrale. Là maintenant, en Haïti, en 2018. Vous pensez qu'il faut que tu aies des mesures parallèles qui t'apprennent avec, malgré que l'argent a pas injecté, mais il faut que tu aies d'autres mesures, d'autres décisions. Il faut une coordination avec la politique fiscale de ce pays. Qu'est-ce qui se fait pendant qu'il a parlé de ça? Dans des petits mamans chéris, petits papas chéris pour l'entrée en ligne de compte. Et nous connaissons exactement qu'est-ce que cela fait. Et
c'est pas que politique sociale n'est pas important, non, mais politique sociale est supposée faire dans le cadre général. C'est des politiques d'accompagnement que tu as supposé par rapport à un bail qui est plus grand qui a fait dans l'économie. Mais si politique sociale l'a fait sans qu'elle pas accompagner, sans qu'elle pas entrer dans une vision globale de l'économie, donc on peut le gagner. Un bon goutte qui peut le courir derrière le peu de dollars que nous gagnons, et la Banque centrale là, réserve à 875 millions de dollars qu'on y a. Donc, voilà. Maintenant, on voit monde, par exemple, que ces mesures, ça, quoi que c'est des mesures, si vous voulez, qui sont capables d'enfoncer nous dans des problèmes, dans plus de problèmes, faire nous plus de déficit budgétaire, mais il y a des gens qui suivent nous là, qui disent, mais attention, hein, si maman chérie, son réponse immédiate que liée à des problèmes actuels et ponctuels. Ah, bien sûr, mais nous avons toujours fait ça, à prendre des mesures dans les palliatifs. Pour contrôler une situation qu'on y a là, pour chaudière la pas éclater de temps en temps, il faut découvrir pour sortir. Mais évidemment, soit fait ça, il faut que c'est samedi, il faut qu'on mette ça dans un plan beaucoup plus global pour qu'on ait que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, c'est pas ça, on va continuer à faire toujours. Donc ça, c'est des mesures structurantes. Structurelles, qui t'a supposé pour permettre de garder jeunes garçons avec jeunes femmes qui sont dans la rue, comment on peut le mettre au travail. Et pour moi-même, c'est ça. Mais pour mettre au travail, il faut que nous redéfinissions la relation de l'État avec les gens qui ont créé les choses dans le pays. Moi qui dis que ce n'est pas l'État qui a fait le travail, l'État n'a pas jamais arrivé à tout le monde travail. L'État a pour devoir, mais pour obligation, de créer l'environnement favorable à la création d'emplois. Ah oui, justement, on va parler de l'État lui-même qui a une relation avec l'opérateur privé qui justement a bloqué la création d'emplois. Donc si on parle de l'État justement, qui t'a supposé permettre un environnement côté monde qui a investi dans le pays, c'est l'État justement qui t'a détaché de 2 ou 3 opérateurs qui ont contrôlé l'État pour permettre plus de monde et bénéficier de ça l'État qui a offert comme outils pour créer richesse dans le pays. Et c'est là notre problème. Et on peut regarder à différents niveaux, regarder le niveau de financement. L'État est supposé créer un environnement pour les gens qui ont un financement beaucoup plus inclusif. Et c'est ça justement, les économistes ont regardé, l'économiste qui est le Espoglo, avec l'autre qui est le James Robinson, il a parlé des institutions inclusives. Tout pays qui a des institutions inclusives, d'après ça que je dis, d'après les recherches que je fais, sont en série de pays sur la planète. Et d'ailleurs, Haïti, c'est un des pays que je cité, qui n'a pas gagné une institution inclusive et puis qui met dans la situation ça. On a supposé gagner un système judiciaire, mais c'est l'État pour faire ça. Pour respecter une série de normes. Ou tu as supposé gagner des institutions de financement inclusifs pour permettre de jeunes garçons avec jeunes femmes joindre une série de prêts. Ou tu as supposé former en termes d'école vocationnelle qui permettre de gagner bon mécanicien, bon charpentier, bon maçon, etc. Donc tout ça, c'est l'État qui t'a supposé prendre ça en charge. L'État n'a pas supposé lui-même faire l'école professionnelle là, non? Mais l'État s'est supposé ouvrir, barricade, garder, là on parlé de nouvelle génération d'objectifs là. C'est ça qui est supposé. Dans nos nouvelles générations d'objectifs, l'État est supposé chita avec mon organisation société civile, mon secteur privé, mon université pour dire mais qui côté que nous pouvons aller et mais comment que nous pouvons le faire. C'est ça justement, redéfinition ça, tu as supposé permettre de faire. Haïti toujours été un pays à problème, un pays qui est pauvre, mais malgré tout qualificatif ça nous avons l'autre problème qui c'est l'explosion démocratique. Est-ce que là pour même on croit que la croissance démographique capable de suspendre contre croissance économique? Et il y a des gens, et d'ailleurs c'est tout en théorie, à la malthusienne, qui peut question de croissance démographique. Mais on peut regarder des croissances démographiques là de plusieurs manières. On peut avoir croissance démographique là, le qu'on n'a pas gagné croissance économique, ça c'est pression pour ne pas le mettre sous. Parce que si par exemple on croît comme c'est notre cas à 2%, et puis ou même croissance économique ou à 1,5. Donc, déficit dans la croissance économique, là, on peut le faire que la population prend dans la rue au chômage, etc. Mais, on peut regarder... Parce que je dis de côté, parce que mon affaire avec mon, il en pile vraiment. Ouais. Donc, problème ça tout, est-ce que le pas supposé faire l'objet d'études ou encore de réflexions de la part des plus hautes instances de l'État? Oui, mais ça m'a dit Wendell, c'est que c'est pour moi qui date d'aujourd'hui, réflexion sur la question de la croissance démographique pour les économistes. Depuis le XVIIe siècle, XVIe siècle, il y a parlé de ça, 18e siècle, 19e siècle, il y a Thomas Malthus qui fait toute une réflexion sur ça, sur la question de croissance démographique. Par contre, il y a l'autre économiste qui dit, attention, et ouais, on peut regarder plusieurs facteurs.
On regarde des facteurs, par exemple, et ressources naturelles. On dit que probablement, il y a des pays, c'est ressources naturelles que pas rien qui mettent dans la situation. Ça. On regarde la croissance démographique. On regarde qu'il y a des pays, c'est croissance démographique qui fait que il y a des pays, c'est problème et c'est problème éducation. Par contre, ce que l'on a remarqué, c'est que il y a des pays qui ont tout problème ça. Par contre, ça que il y a des institutions qui permettent de fixer mon lieu. Et puis, on gagne tout l'autre développement qui fait. Donc, nous-mêmes, si c'est vrai, je suis d'accord avec toi, là, je ne vais pas voir, on a fait petit temps, là, ce n'est pas le cas. C'est juste après raisonner cette affaire-là. Si c'est vrai, problème démographique, là, c'est une situation compliquée. Par contre, on peut utiliser le comme ressource. On ne peut pas gagner toute main-d'œuvre. 56% de la population, il y a moins de 25 ans en Haïti. Et puis, pour ça, lui-même, il parle une potentialité pour nous de croissance. C'est parce que, justement, on ne peut pas gagner une politique qui a adressé besoin population, ça là. Ça que nous avons fait, nous avons fait. D'ailleurs, ça que nous avons fait là qu'on est en Haïti, c'est comme si nous avions sur l'autre planète. Les gens qui sont en Haïti, c'est des gens qui ne connaissent pas ce qui a passé en Haïti. Et regardez ce que nous sommes en train de faire. Là, tout le monde est conscient de ça. Nous sommes en train d'installer des mondes parallèles dans le pays. Et puis, avec des frontières étanches, côté que l'un ne pas communiquer avec l'autre. Donc, où est-ce que tu vas avec ça? Et là, même si tu as gagné 6 millions d'habitants, où tu as parlé de l'explosion? Parce qu'au lieu qu'on gagne 6,5 millions de monde qui sont en situation de vulnérabilité, on a gagné 4 millions de monde qui sont en situation de vulnérabilité. Parce qu'on gagne contrôle des ressources du pays par un pourcentage qui est extrêmement faible de l'économie. Donc, on juste gagné en situation presque pareille à une échelle moindre. Évidemment, comme échelle la moindre, il ne va pas éclater dans la figure. J'allais éclater dans la figure là qu'on est là. On nous seulement imaginer Fritz Jean, conseiller, par exemple, spécial du président de la République ou bien du ministre de l'économie et des finances. Est-ce qu'on a encouragé l'autorité à augmenter le prix du carburant à la pompe? Bon, moi, un ex-sénateur qui dit que c'est le président qui conseille ses conseillers. Oui, mais quand même, ça n'est qu'arrivé qu'au conseiller et puis le temps. Très bien. Non, et Wendell, sous question de prix carburant, une position très claire là-dessus. Et ça n'a pas concerné seulement la question de prix carburant, ça a concerné tout type de décision de politique. Et une situation qui a évolué au niveau international avec la hausse des prix du baril de pétrole. Et là, je regardé matin encore là, je regardé les chiffres avant de venir là, on parlait de baril de pétrole là qui est $74. Et en 2017, octobre 2017, le prix du baril de pétrole là était 58,93, quelque chose comme ça. Donc c'est évident qu'on a une hausse extrêmement importante. Et comme nous-mêmes, nous n'avons pas fait pétrole, comment pour nous faire face à cette situation ça? C'est ajuster le prix à la pompe pour permettre que le gouvernement il fait l'équilibre entre ça qu'il a acheté, etc. Ça n'a pas besoin. Par contre, pour qu'à faire les populations acceptent, il faut que ou pas qu'à prendre ça dans un vacuum, augmenter le prix pétrole là à la pompe, le prix essence là à la pompe. Pour qu'à faire, on sait de l'autre disposition que tout le monde qui est dans le pays a regardé qui dit que le gouvernement fait des efforts en termes de gouvernance économique. En termes de 3 milliards de dollars qui sont dépensés dans Petro-Caribé. Et en termes de qu'est-ce qui se fait là au niveau de l'ONA avec l'argent qui est plus vulnérable. Donc, vous gagnez une gouvernance totalement en désordre par rapport aux finances publiques. Et puis, on dit que vous pouvez augmenter le prix à la pompe. Et puis, nous pensons qu'au niveau social, tout le monde parle d'accord avec ça. Mais vous êtes en train de vous leurrer. Donc, moi-même, comme conseiller, comme tu me places en situation de conseiller qui donne des conseils, non pas qui reçoit des conseils, tu as dit, gouvernement, prends des dispositions, mettez des dispositions en place pour que la population commence à gagner des actions qui apprennent par rapport à la gouvernance de ce pays. Et c'est ça qui mettait mon confiance. C'est à qui ça, par exemple? Ce serait quoi? C'est à qui ça? Quel type de décision on s'apprend pour mettre de l'ordre? Par exemple, commencer par éliminer les ponts qui gagnent entre opérateurs et institutions d'État. Ça, c'est plus gros. Mais on commence par plus facile. Moi, on a qui plus facile. Gagner des mondes très clairement que vous identifiez à tort ou à raison sont question de Petro-Caribé. C'est 3 milliards de dollars nous sommes dépensés dans notre économie de 10 milliards de dollars. Et puis, la chose, c'est que les gouvernants ils ont toujours pensé que
et une série d'éléments que nous ne pas comprendre ou bien pas bien comprendre. Mais tout le monde a regardé ce qui a passé au niveau de Petro-Caribéen. Donc, il faut qu'il y ait des décisions que tu prends. Et ça ne veut pas dire que nous sommes coupables, etc. Non? Mais il y a des actions crédibles que le gouvernement prend pour dire que, OK, nous allons pencher sur le dossier ça et nous allons donner à la population des explications pour dire mais qui s'est passé. Parce que ou ka bien à le faire ou cette ou ka bien à le faire enquête et puis ou font travail et puis ko ça mon penser ça que imaginer populaire la question de voler l'argent et puis vous remarquez que ce n'est pas nécessairement le cas quand il y a des problèmes de mauvaise gestion des fonds etc. C'est pas nécessairement le cas mais ou pas qu'à finir de dépenser ça et puis pour pas aucune explication qui baille au niveau du gouvernement pour que la population elle-même puisse se saisir du dossier pour dire ah oui c'est vrai. De deux, ou gagner l'argent de gens qui sont plus vulnérables, que nous avons prêté à 3%, avec un taux d'inflation de 13% dans le pays. Écoute, et puis même la population ça, qui n'a pas accès à fond ça, et puis c'est lui-même qui a contribué à fond ça, et pour dire, on prend 14 milliards de gouttes, comme nous le faisons là maintenant pour cette année fiscale, nous pouvons le payer pour l'argent. Donc, il y a un problème de crédibilité, et ce problème de crédibilité doit être adressé par le gouvernement si toutefois il veut que décision que prend la population et accorder le bénéfice du tout. En pour l'autre sujet, Taïwan, la grande Chine, quand tu as placé vous-même, du côté de la grande Chine ou bien de Taïwan? Ah non, moi-même, je pense que, ouais, pas jamais des décisions noires et blanches. Alors là c'est surtout économiste là et professeur là que c'est à économiste là et à professeur que me pose la question ça. Très bien, très bien. Pas jamais qui noir et blanc dans les relations internationales. Et c'est-à-dire que l'autre dit ça, ou dit prend une décision qui est dans un document qui est préparé. C'est pas une décision de un paragraphe, dans tout un document qui va le dire mais pour qui ça que nous fait ça. Mais nous pas le faire par rapport à besoin Haïti. Besoin Haïti en termes d'infrastructure, besoin Haïti en termes d'éducation, besoin Haïti, etc. Dans tout ça, on a regardé comment on a positionné nous sur l'échiquier international. Il y a deux aspects question ça. Le premier aspect, c'est que il y a toute une réorganisation qui a faite au niveau international là, par rapport à la Chine, lui-même, par exemple. Et l'aime dire réorganisation, pour gagner la Chine qui sortit côté le sorti là, et puis qui a occupé une place extrêmement importante sur l'échiquier international là. Donc, dans le document ça que nous avons parlé, nous avons écrit, Haïti supposé positionnel par rapport à ça que nous avons qui a venu, peut-être que moins que 5 ans, que la Chine déjà deuxième puissance économique qu'on est là, et de temps en temps, ça dépend de l'indicateurs qu'on regarde, la Chine première puissance internationale et puissance économique. Donc, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Ça, c'est le premier bail. Qu'est-ce que la Chine, la grande Chine, nous apporte en termes d'investissement? Même gens que la République dominicaine, lui-même, il prend décision là. Il prend décision là pour qui ça? Il prend décision par rapport à la lecture qu'il a fait de mouvance, de mutation qu'il a fait au niveau international et sous échiquier international là. Il prend décision et puis la légende elle est là. Mais nous-mêmes, il faut que tu gagnes par rapport au gros comme ça. Un document qui discutait au Sénat de la République, qui discutait avec mon de la société civile là, qui dit que mais qui côté que nous parlons et par rapport à relations internationales. Et comme la Chine, mais ça que nous avons dans 5-10 ans, et nous-mêmes, mais qui côté que nous allons. Maintenant, une deuxième façon qu'on peut regarder ça. On a dit, comme Taïwan est en besoin de partenariat, est en besoin d'amis au niveau international. Ou d'alliés. Oui, est en besoin d'alliés. Il n'y a pas de problème. Parce que nous-mêmes, nous avons regardé de manière très égoïste par rapport à pays ça qui ne paye pas nous. Ça que nous allons faire pour lui dans 5, 10, 15, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc, elle a dit, OK, si la Taïwan est tellement besoin d'amis, et ça a un coût. Ça a un coût. Quoi, à 10 milliards pour nous. Oui, mais même la plus belle femme au monde ne peut finalement donner que ce qu'elle a. Bon, c'est limite raisonnement, ça. Yeah. C'est limite dernier élément, ça. Maintenant, ça me demande d'autour. Je dis, et avec un peu l'inquiétude, j'en évoqué là, et situation capable de chambouler à n'importe quel moment. Haïti réaffirmer engagement, si vous parlez de visite qui fait que cette fête là. Dites-nous, professeur, est-ce que le président de la République est capable de continuer à prendre des engagements solides vis-à-vis de Taïwan? Est-ce qu'il est capable de faire ça? Bon, et la politique étrangère du pays
il vraiment chita dans mes présidents république là. Évidemment, il supposait gagner, et surtout si elle pas signé accord, il supposait gagner approbation du Parlement. C'est comme ça que nous-mêmes que nous définissons ça dans le pays ici là. Et maintenant, le n'a regardé difficultés qui gagnent, et c'est pour ça que nous avons parlé de lui. On a parlé de difficultés qui gagnent sur la question de la Chine, Taïwan, etc. Et nous avons pensé qu'il y a pissage. C'est pour ça qui fait un gros point, c'est pour qui gagne en large concertation qui fait au niveau du pays. Et comme dit, question de politique étrangère, je ne pas un document. Je ne pas un document côté qui étaye clairement vision par rapport à une nouvelle coopération. Et qu'est-ce que ça vous dit quand le président annonce une révision en profondeur de la coopération avec le pays? C'est-à-dire que tout pays honnête pourra passer maintenant en coopération, dans le type de coopération que nous avons gagné. Je me dis inquiétude, moi, dans ça. C'est l'inquiétude de question de amateurisme que nous faisons dans le pays. Et c'est surtout ça. Mais je me dis inquiétude parce que, comme je ne suis pas au courant, probablement qu'il y a des discussions qui sont à un autre niveau et puis il y a des gens dans le pays à moi-même qui ne sont pas au courant. Donc, même je suis souhaité que ces combats qui fait et au pied levé, son bail qui fait dans coup d'humeur. Non, je souhaité que ce n'est pas ça. Mais si c'est ça, je trouvé ça grave. Question de révision, de relation. Mais ça ne veut pas dire tout, entre parenthèses, que nous-mêmes comme pays, nous n'avons pas le droit à faire ça. Et surtout par rapport à ça que nous avons regardé, quels sont les résultats jusqu'à présent de relations et de coopération internationale, surtout par rapport à l'aide au développement. Il y a toute une série de questionnements que tu as supposé faire sur la question de l'aide au développement. Donc, même là que me dit inquiétude là, par rapport à la question d'amateurisme, mais il y a en réalité, l'aide au développement en Haïti, ça nous a amené à quoi là maintenant? Donc, son question, je pense que tout professionnel supposé poser, et tout le monde qui a subi ça, je parle des citoyens, qui ne sont pas nécessairement professionnels de l'économie, des finances ou de la coopération internationale, tu as supposé poser des questions. Comme si toute aide ça qui est en Haïti depuis longtemps, regardez là où nous sommes. Comme si que fait cette aide? Donc, ou bien encore, où va cette aide? Où va? Donc, on va finir avec. On préféré fermer l'entretien avec réflexion que nous avons fait avant que nous entrions dans le studio. Côté dit que voilà une introduction pour l'émission comme ça, sur les valeurs qui s'effritent, les grands défis de l'heure. Et évidemment, nous passons à pieds joints sous l'île, nous avons surtout parlé de questions, ça a passé au CAI et même à Pétionville. Ça, dans le passé, qui était posé problème, qui était invité haïtiens à la réflexion, je dis, c'est presque banal. C'est presque banal. Et par exemple, la mort aujourd'hui est banalisée. C'est-à-dire que la réaction au monde est capable de gagner il y a 10 ans, le loi tire au monde dans la rue, le loi au monde mourir, ce n'est plus la même chose. Je dis, ou presque capable de tirer au monde et puis monde jambé cadavre pour l'église à faire. Donc ce qui rend la situation un petit peu difficile, il y a un pile haïtien qui était charnellement attaché à pays, a bien d'autres réflexions, a fait d'autres réflexions, je dis. Est-ce que la situation ça pas mettre dans nous notion de transit que attribué à une série de monde que nous dit attention monde ça c'est un transit lié dans le pays, c'est garder de l'autre côté pour voir combien de jours la fait dans le pays, est-ce que pour le quitter, est-ce que pour le rester, si oui qui côté les pour aller. D'ailleurs on se dit déjà il y a des professionnels, il y a des monde qui ont des licences dans main qui fait motocyclette, qui fait taxi moto, il y a un peu de jeunes qui paraît clair dans le pays. C'est au Chili que vous allez prendre humiliation, même si ce n'est pas tout, même si ce n'est pas systématique, mais c'est des problèmes qui posent. Je dis, pour donner l'espoir, pour inspirer confiance, pour aider les Haïtiens à quoi dans le pays, est-ce que ça passait inévitablement par une lutte contre la corruption, professeur? Et pour moi-même, la corruption, c'est juste un symptôme que lui, d'un malaise qui est plus profond. Malaise qui est plus profond, pour moi-même, c'est désinstitutionnalisation de l'appareil de l'État. C'est la déliquescence, le démembrement des appareils de l'État. Qui est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui le fait? Je pense que c'est une mise en commun.
que nous-mêmes nous se poser définir de l'autre objectif ensemble en pays. Bon, faut dire pour rapidement. Très bien. Bon auditeur qui dit attention à Cuba notamment des ingénieurs conduisent des taxis. Là auditeur a dit je suis pour saluer puis dit pendant parler de ça. Il dit à Cuba notamment où jeunes des ingénieurs sous volant taxi a fait taxi. Oui, et peut-être que l'a fait référence à licenciés que nous-mêmes, que nous... mais excepté que Cuba, vous regardez ce que Cuba est obligé de faire. Et Cuba voyait un pile mon Angola, Cuba voyait des médecins au Brésil, Cuba voyait un pile professionnel ici. Ça veut dire que Cuba a gagné une politique d'éducation. Et d'ailleurs, il y a un élément qui fait que ce soit la République dominicaine, la Jamaïque, tout le monde en Amérique latine, ils ont peur de l'ouverture de Cuba. Tout le monde en Amérique latine a peur de l'ouverture de Cuba. Parce que le Cuba ouvre, Cuba a une population qui est extrêmement éduquée. Dans la technologie, dans ceci, dans cela. Donc tout le monde peut l'ouverture de Cuba. Donc attention à Cuba. Peut-être que le cas dit par rapport à peur que les gens en Amérique latine a gagné. Il a dit attention à Cuba tout, comme nous pas saisi la question bien. Et c'est comme Cuba a gagné ça. Et donc, comme nous-mêmes que nous gagnons ça, ça fait d'abord dire, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas un problème, c'est normal, vous avez une licence et puis vous pouvez travailler, donc vous prenez motocyclette, vous tombez fait taxi, donc c'est sans aucun problème. Non, c'est pas normal. Nous-mêmes, nous avons regardé le nombre de monde qui est au chômage dans le pays. Il y a une majorité de jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays là, qui sont au chômage. Et justement, symptôme de désespérance que nous avons dans le pays d'Haïti, c'est lui qui traduit ça. Il traduit ça. Et il traduit, comme nous l'avons dit avant, il y a deux exits. C'est exit vers l'étranger ou bien rester là, bataille pour ça changer. Et justement, la question là, c'est comment pour ça faire. Et juste avant de répondre à la question ça, est-ce que il n'est pas normal pour nous dire que les qui même s'ils ont une licence normale, qui décide au lieu de ces armes que le prend moto, est-ce que les gens pas mérite? Est-ce que pas mérite respect? Non, tout le monde qui a travaillé mérite respect. Quelle que soit la forme de travail qu'on fait. Quelle que soit la forme de travail. Là. Mais ça que nous avons dit nous-mêmes, lorsque nous finissons de dépenser tout l'argent, nos individus, 14 ans, l'école primaire et secondaire, 4-5 ans, études universitaires, nous espérons que monsieur a fait l'autre barrière dans le pays. Mais ça que fait monsieur pas faire l'autre barrière dans le pays, c'est parce que justement, ou pas permettre ou éclater et utilisation potentielle qu'on gagne dans le pays, on va parler potentiel naturel, etc., pour qu'à faire moun ça va joindre des travail en série de côté. C'est le problème où ça gagne là. Le fait que ou gagne un contrôle qui a fait de l'économie pays, il n'y a pas 2 ou 3 opérateurs, ils ne viennent pas qu'à exploiter dans toute efficience ou toute efficacité ça que nous gagnons comme ressources dans le pays et pour venir gagner un bon jeune garçon que nous quittons sous trottoir. Et le pire de tout ça. Et là, tout le temps que nous avons ça, moi-même en particulier, je parlé avec jeunes garçons, jeunes femmes. Là, on a quitté tout le monde ça, au bord de la route. On a quitté des Einstein au bord de la route. On a quitté de gros musiciens au bord de la route. On a quitté de gros médecins au bord de la route. Et c'est ça que nous avons fait. Là. On a parlé de gaspillage de ressources. En fait, nous gaspillons ressources sur 2 gens. On gaspille les ressources financières pour te faire monsieur faire tout cursus ça. Et deuxièmement, on vient gaspiller monsieur avec tout potentiel que monsieur gagne qu'on pas exploiter dans l'économie. C'est ça le problème là pour nous garder. Il y a plein de monde qui toujours misé sur dirigeants pour changer, pour résoudre des problèmes. Alors que une société qui est là et qui a observé et c'est société ça qui baille dirigeants au pouvoir, c'est eux qui élu et puis il seulement été comme une société zombie. Je ne parle pas de société, je ne parle pas de monde qui peut manifester dans la rue et tout le temps. Mais est-ce que la société noire, tous les mêmes, n'est pas complice dans ce qu'a fait dans le pays, dans la mauvaise orientation qui a que dirigeants de tous les temps à bas pays? Bien. Et évidemment, ça t'apprend de l'autre émission en elle. Mais même juste dire rapidement, une formation sociale, ce n'est pas une émanation spontanée que liée. Une formation sociale, c'est tout un processus historique qui mène à une formation sociale. Ça que nous voyons. Même Jean que nous avons parlé de différentes mutations qui fait entre l'État et les opérateurs privés. Donc c'est tout un processus qui mène à ça. Donc nous sommes dans cette situation-là maintenant. Par contre,
pendant que nous dans cette situation, ça, je pense qu'il y a une série d'opérateurs, que ce soit opérateurs privés, qui dans le secteur privé, que nous avons parlé de là. Il y a des gens qui dans l'organisation de la société civile, il y a des étudiants, des universités, etc. Tout le monde prend conscience, côté que nous allons aller là, sont chimères dangereux. Et chimères, ça que nous prenons là, si que nous ne pas corriger, nous, tout a péri. Ce n'est pas comme si Wendell, il y a les gens qui ont péri et puis moi, je vais sauver, non? On monte de manière égoïste et puis on dit, ah, c'est pas vrai, nous, tout a péri côté que nous allons aller là. Donc, résolution au problème, ça va passer inévitablement par le renforcement de nos institutions. Par réorganisation. Il faut que nous repensions les relations que l'institution supposée gagner avec le reste de la société. Ou pas qu'à relation ça que nous gagnons qu'on y a là. Côté que l'institution nomme 2-3 opérateurs qui a coupé raché, ça il mène nous côté que nous y a là qu'on y a là. Donc il faut que nous repensions les relations. Et pour moi-même c'est là ça chita. Ça chita et je vais répéter encore une nouvelle génération d'objectifs que nous supposons redéfinir ensemble. Merci infiniment, professeur. Merci, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien gouverneur de la Banque centrale, le professeur Fritz Jean, était notre invité ce matin. Merci de l'intérêt, merci de l'accueil. Passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.